Voici le chapitre 2, dernier préparatif, départ du domicile, ministère d'instruction publique, le souper improvisé, un canon dans la nuit. Malgré une nuit de tension et d'inquiétude, ce matin, Barcelone a réussi à retrouver son calme habituel. Je fais référence au calme apparent de ces rues où nous n'avons pas vu le moindre préparatif belliqueux laissant suspecter la présence d'un danger imminent. Le soleil, magnifique aujourd'hui, a chassé les fantômes de la nuit, et le balai de voitures et le remue-ménage de fugitifs ressemblent à présent à un mauvais rêve. Les commerces et les magasins ont ouvert leurs portes, comme d'habitude, avec cette rituelle ponctualité de bons boutiquiers catalans qui sait apprécier l'importante valeur de la minute. Dans les rues, on observe toujours ce va-et-vient quotidien d'ouvriers et d'employés, de jolis lits secrétaires et de petits bourgeois qui sortent de leur maison pour prendre le soleil, apparemment indifférents au drame que la ville est en train de vivre. La ménagère est également de sortie, comme tous les jours, avec ses tickets de pain et sa carte de rationnement à la recherche incertaine de quelque chose d'absurde pour tromper la faim en échange d'une poignée de billets. Ici et là, on voit des mutilés qui promènent avec une tristesse visible, le stérile sacrifice de leur amputation. Presque tous les hommes qui circulent sont en âge mûr. La jeunesse n'existe pas, ou elle est loin. La guerre l'a croquée. L'arrière-garde vit sa vie, et personne ne dirait en voyant cette paix étrange que le danger s'approche à pas de géant. Il y a cependant je ne sais quoi qui flotte dans l'atmosphère, quelque chose qui se respire davantage qu'il ne se voit. On voit qu'il se passe quelque chose, ou que quelque chose va se passer. Malgré les gens qui se rendent à leurs occupations, malgré les boutiques ouvertes et le rythme normal de la vie de la rue, on pressent que ce rythme est brisé, que quelque chose vacille, que nous ne sommes déjà plus tout là. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est comme si la ville était en train de se dégonfler. Manola est partie tôt ce matin pour faire des achats de dernière minute en vue de notre voyage. Elle est également allée à la banque pour retirer quelques fonds, ma modeste épargne d'écrivain, qui sait si elle pourra encore mettre de quelques secours pendant le trajet. Hop, les élèves, je fais une petite pause là en pleine lecture. En fait, j'explique un petit peu cette histoire d'argent, là, de retirer de l'argent. Le gouvernement s'effondre, la valeur de la monnaie n'a donc plus cours et tout le monde retire son argent sans savoir s'il vaudra encore un petit peu. Je continue. Dans la cuisine, Doña Antonia a préparé le petit déjeuner comme elle a pu. Quelques petites cuillerées de lait concentré que nous diluons dans un liquide noir que, pour lui donner un nom, nous appelons café. Ma sœur, Mercedes, qui habite juste à côté de chez nous, est arrivée à la maison pour nous donner un coup de main et s'occuper d'habiller les enfants. Ils se sont tous les deux réveillés très contents. Pour eux, tout ça, c'est une fête inespérée. Ils s'entêtent à faire des paquets formidables avec tous leurs jouets, et personne ne parvient à les convaincre que ce trésor de joie enfantine est inévitablement condamné à périr dans le naufrage. Pour les consoler, je les laisse faire, et je leur promets qu'en arrivant à Gérone, j'écrirai à une société de transport pour qu'elle se charge de les envoyer là-bas. Rassuré, Alvarito range ses pistolets en fer blanc, son fusil en bois, sa collection de voitures et son bombardier, et fait un grand paquetage qu'il laisse prêt pour quand la société de transport viendra le récupérer. Merceditas, avec son amour prévoyant de petite mère, donne un baiser à ses poupées et les range ensuite avec beaucoup de soin dans leurs petites boîtes en carton. Durant la matinée, les sirènes d'alarme retentissent 2 ou 3 fois. Bien que l'on n'entende pas les explosions, les attaques devant être lointaines. Nous ne pouvons pas nous empêcher de ressentir une certaine inquiétude pour Manola et pour Paco, mon beau-frère, qui est parti tôt au ministère et tarde à revenir. Finalement, ils arrivent tous les deux. Manola a réglé ses affaires et Paco nous annonce que le camion du ministère partira à 2h de l'après-midi. Il faut donc se dépêcher. Le repas frugal est déjà sur la table. Chacun s'assied à sa place habituelle et, comme tous les jours,
Doña Antonia se charge de servir les plats. Personne ne dit mot. Une immense tristesse flotte aujourd'hui dans notre salle à manger. C'est le dernier repas que nous prenons tous ensemble dans notre appartement familial. À partir d'aujourd'hui, nous n'aurons plus d'autre maison que le ciel et la terre. Pourrons-nous un jour reformer notre foyer? Nous mangeons sans envie, mais pressés, car le camion nous attend. La grand-mère a préparé une bonne casserole pour Kin et Pipo. C'est le dernier repas que nous leur donnerons. Et elle a voulu leur offrir un petit festin d'adieu. Une fois les plats ramassés, et alors que nous nous apprêtons à partir, nos voisines viennent nous dire au revoir. On sent qu'elles sont sincèrement désolées. Elles nous promettent de garder le chien et le chat et de se charger des affaires que nous laissons ici. Ne vous inquiétez pas, elles ne se perdront pas, nous disent-elles pour nous rassurer. Un jour, nous nous reverrons. Au dernier moment, Alvarito insiste pour emporter avec lui une petite boîte en carton pleine de coquillages qui lui tiennent à cœur. Il les avait ramassés à Fontarrabie en 1936, lorsqu'il était allé à Irún avec Paco et Mercedes. Ses oncles et tantes avaient insisté pour l'emmener avec eux quand l'Institut cadastral envoyait mon beau-frère en mission là-bas pour réaliser des travaux de topographie. Mais sur place, ils furent surpris par le début de la guerre et à Madrid, nous passâmes un mois d'angoisse sans la moindre nouvelle d'eux. La chute d'Irún les poussa vers la France et quelques jours plus tard, mon épouse et moi, nous avions à nouveau notre enfant dans les bras. Il ramena ses coquillages avec lui à Madrid et plus tard à Barcelone. Et aujourd'hui, il ne veut surtout pas les abandonner. Comme dans sa poche, ils ne prennent pas beaucoup de place, je le laisse faire. Enfin, après nous être séparés de nos aimables voisines et de nos pauvres animaux, dont l'instinct semble pressentir le triste sort qui les attend, nous descendons à l'entrée de l'immeuble. Les concierges, deux cousines germaines qui partagent leur office et qui, le temps de notre séjour dans cette maison, nous ont pris en affection, sortent pour nous accompagner jusqu'au trottoir. Elles restent là, toutes les deux, les yeux en larmes, pendant que, chargés de paquets et de valises, nous commençons notre marche vers le ministère. C'est une longue trotte, car le bâtiment est situé à la sortie de la ville, près de la Bonanova. Comme cela fait longtemps qu'il n'y a plus de taxi, il n'y a pas d'autre moyen que d'y aller à pied, ce qui s'avère très pénible du fait du poids excessif des valises, et en particulier de celles qui renferment mes livres et documents. Il y a beaucoup d'animations dans la rue. Une animation inquiète, comme si les gens étaient sortis pour prendre le pouls de la ville. On recommence à voir les gens pressés, chargés de paquets, de valises. Ils ne fuient plus dans l'ombre avec pudeur comme ceux qui partaient la nuit dernière. Le temps presse désormais et les gens s'échappent sans se cacher à la lumière du jour, en se lançant au beau milieu de la chaussée, pour mieux courir. Mais avec leurs paquets et leurs matelas, ils n'y arrivent pas. En voulant sauver le plus de choses possible, ils ont trop chargé leur dos. Et maintenant, ils doivent s'arrêter à chaque coin de rue pour reprendre leur souffle. On aperçoit beaucoup de commerçants plantés dans leurs boutiques et ils sont là, avec leurs ventres arrondis, leurs pouces rentrés dans les poches de leurs gilets et le dos appuyé contre leur vitrine. Et ils regardent passer la débâcle avec une indifférence angélique. Rats de la guerre. Combien d'entre eux ont fait de bonnes affaires avec le marché noir, aux dépens du peuple affamé. Je m'arrête là. La suite du chapitre, vous la lisez tout seul. Moi, j'ai quelques questions à vous poser. C'est que prennent chacun des personnages avec eux pour fuir? Qu'est-ce qu'ils mettent dans leur valise? J'ai aussi une autre question. Pourquoi certains restent? Pourquoi certains partent? Quels sont les choix qui sont faits? Essayez de vous demander pourquoi ces personnages-là, dans cette ville, font le choix de rester alors que c'est la guerre et d'autres de partir. Et enfin, petite ouverture, vous, si demain vous deviez partir en laissant tout derrière vous, que mettriez-vous dans vos valises? Et réfléchissez bien parce que le trajet se fait à pied. Voilà. Voilà. Pour le reste, l'arrivée au ministère et le départ en camion, c'est à vous de lire.